Alors, comment on fait la différence entre la vraie science et ses imitations? C'est une question cruciale, surtout aujourd'hui à l'ère de l'information. Dans cette analyse, on va explorer ensemble cette frontière, parfois très floue, entre science et pseudoscience pour essayer d'y voir plus clair. Pour commencer, une petite histoire. On est au 19e siècle. Le juge Oliver Wendell Holmes, un esprit brillant, rencontre un phrénologue. C'était quelqu'un qui prétendait pouvoir lire votre personnalité juste en palpant les bosses de votre crâne. L'analyse est super flatteuse, mais complètement creuse. Et là, Holmes se dit, il pourrait tous les embobiner avec son plus simple mensonge. Cette anecdote, elle capture parfaitement le problème. Comment on reconnaît une idée qui se donne des airs de science, mais qui, au fond, est vide. Et attention, ce n'est pas juste une vieille histoire. Regardez ces chiffres d'un sondage Gallup. Près d'un quart des Américains croient à l'astrologie et à la clairvoyance. C'est juste énorme. Ça montre bien à quel point des croyances qui ne sont pas validées par la science restent très présentes dans nos sociétés. Alors, on en vient au cœur du sujet. C'est quoi au juste la pseudoscience? Et pourquoi est-ce si difficile de tracer une ligne bien nette pour la séparer de la science? C'est ce que les philosophes appellent le problème de la démarcation. Pour le dire simplement, la pseudoscience, c'est un peu comme si elle enfilait le costume de la science. Elle en utilise le vocabulaire, l'apparence, mais elle oublie complètement le plus important, la méthode, la rigueur, les tests. En coulisses, il ne se passe rien. Mais voilà le truc, cette fameuse ligne de démarcation, elle est super floue. Il n'y a pas de test unique, pas de détecteur magique qui s'allumerait en rouge pour nous dire « attention pseudoscience ». C'est bien plus subtil que ça. La bonne approche, c'est plutôt de chercher un air de famille. La pseudoscience, elle n'est pas définie par une seule grosse erreur fatale, mais plutôt par tout un tas de caractéristiques qui reviennent sans cesse. Un peu comme on reconnaît les membres d'une même famille. Ce n'est pas juste le nez ou les yeux, c'est un ensemble. Bon, alors, il ressemble à quoi cette ère de famille? On va se pencher sur le manuel non officiel de la pseudoscience, les tactiques et les caractéristiques qui, bien souvent, la trahissent. Ici, on voit un schéma qui se dégage très clairement. Une confiance aveugle en une figure d'autorité plutôt que dans les preuves. Des expériences qu'on ne peut jamais reproduire, le fait de choisir uniquement les exemples qui arrangent. En fait, le but n'est jamais de tester une idée pour voir si elle est solide, mais de la protéger à tout prix. Et voilà, les tactiques qu'on voit souvent sur la place publique. Exiger un débat équilibré pour créer une fausse impression de 50-50. Crier au complot. Sortir des citations de leur contexte. Faire appel à de faux experts. Tout ça, c'est fait pour créer l'illusion d'une controverse scientifique, là où en réalité, il n'y en a pas. Ok, si c'est comme ça que fonctionne la pseudoscience, qu'est-ce que la science traditionnelle fait de différent? Eh bien, une grande partie de la réponse se trouve dans sa structure sociale. C'est vraiment ça la clé. La sociologue Noretta Kirchhege a trouvé une expression parfaite pour décrire ça, les copains de croyance. Ce sont des groupes où le but n'est pas de chercher la vérité, mais de se conforter les uns les autres dans une idée commune. Dans ce genre de groupe, la critique n'est pas vue comme une aide, mais comme une trahison. Et là, la différence est juste fondamentale. D'un côté, on a un groupe soudé pour défendre une idée. De l'autre, une communauté qui est organisée pour la mettre à l'épreuve. Dans la pseudoscience, être en désaccord, c'est être une menace. En science, le désaccord, c'est le moteur. C'est un système de scepticisme organisé, une sorte de coopération basée sur la critique mutuelle. Le point vraiment crucial à retenir, c'est que la fiabilité de la science, elle ne vient pas du génie d'un chercheur isolé, non. Elle émerge de tout ce processus collectif de cette communauté critique qui passe son temps à vérifier, à remettre en question et à corriger les idées des uns et des autres. Tout ça nous amène à une dernière question, et c'est peut-être la plus importante. Pourquoi notre esprit est-il si réceptif à ces idées? Pourquoi est-ce qu'elles nous attirent autant? En fait, la réponse se trouve dans la façon dont notre cerveau est câblé. Notre cerveau adore les raccourcis pour donner un sens au monde. L'un de ces raccourcis, c'est l'essentialisme. C'est cette intuition profonde que chaque chose, chaque personne a une sorte d'essence cachée, une nature profonde qui la définit. Ça nous pousse à penser en catégories bien rigides. Et il y a un autre biais très puissant, la téléologie. C'est cette tendance quasi automatique à chercher un but, une finalité à tout. On se demande constamment pourquoi, dans quel but. On cherche des intentions partout, même là où il n'y en a pas. Et voilà où tout ça nous mène. Ces biais cognitifs rendent les histoires simples, avec des intentions claires, beaucoup plus séduisantes pour notre cerveau. Une théorie du complot, avec ses acteurs et son objectif caché, paraîtra toujours plus naturelle et plus facile à accepter qu'une explication scientifique complexe, pleine de nuances et sans but précis. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? On sait que la frontière est floue,
qu'il y a des tactiques bien reconnaissables et que notre propre cerveau est un peu prédisposé à tomber dans le panneau. Quelle est la leçon à en tirer? On va finir sur cette pensée du philosophe Daniel Dennett. Il dit « Il n'y a pas de science sans philosophie, il n'y a que de la science dont le bagage philosophique est embarqué sans examen ». En d'autres termes, l'esprit critique, ce n'est pas seulement un outil pour repérer les erreurs chez les autres, c'est avant tout un outil pour examiner nos propres suppositions, nos propres croyances, celles qu'on accepte sans même y penser.